Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le mercredi 9 juillet, voici les titres de cette édition. Avec pour débuter le coup d'envoi de l'édition 2025 des Fêtes de Bayonne. Et juste avant l'ouverture de cet événement qui réunit des centaines de milliers de visiteurs, s'est tenu le départ de la 24e foulée du Fester. Nous étions sur place depuis Biarritz. C'est un bracelet blanc qui évite de nombreuses sueurs froides. En effet, sur les plages du littoral, les CRS nageurs sauveteurs distribuent en ce moment même des bracelets pour ne plus perdre les enfants sur la plage. Les numéros des parents sont écrits dessus, ce qui permet de gagner un temps précieux. Et puis enfin, quelle solution mettre en place pour faire face à une crise viticole de cette ampleur ? C'est tout l'enjeu de la réunion qui s'est tenue aujourd'hui en Gironde, où jeunes agriculteurs et région Nouvelle-Aquitaine étaient présents. Ils étaient donc 10 000 au départ de la 24e foulée du Fester à Biarritz, 13 km 900 et une arrivée sur le pont Saint-Esprit à Bayonne, juste avant la cérémonie d'ouverture des Fêtes de Bayonne 2025. Nos confrères de TVPI étaient sur place, regardez. Cette année, on a pris un camouflage pour éviter tous les paparazzis un peu à la Daft Punk. Mais on n'avait pas trouvé les casques, donc voilà. Nos parents étaient braqueurs de banque, donc du coup, c'était un hommage pour eux. C'est une course phénoménale pour bien commencer les fêtes et puis pour être là avec les copains. Donc je la recommande, faites-la l'année prochaine. Sur la course, 4000 sur la marche, ou à peu près un petit peu moins sur la marche. Mais c'est vrai de voir que les gens sont toujours motivés avant les fêtes, ça fait vraiment plaisir. Cette année, le parcours n'a pas changé, on reste sur 13 km 9, toujours au départ de Biarritz, à traverser d'Anglette par les plages, le bois de la Pignada, la remontée des bords de l'Adour, un petit passage à Saint-Esprit et l'arrivée sur le pont Saint-Esprit. Le long du parcours, on avait pas mal de gens qui nous arrosaient, une très bonne ambiance. Voilà, donc c'était une grande émulation. Voilà, contente d'avoir participé à cette fête. Chaque année, je mets un costume parce que c'est un peu l'esprit des fêtes. Pour moi, c'est festif et il faut faire en s'amusant. Et j'aime beaucoup aussi les challenges. Et je trouve que c'est cool dans une période de fête, tous déguisés, ça serait plus marrant pendant la course. Ça a été très dur, je suis fatigué, je suis éreinté, mais ça a été génial. Je me suis éclaté. J'ai pas fait de performance, mais j'ai passé un bon moment. Voilà une initiative qui rassure les parents en période de vacances scolaires. Sur de nombreuses plages du département, des bracelets sont distribués gratuitement pour retrouver son enfant perdu à la plage. Ils permettent de contacter les parents grâce au numéro de téléphone inscrit sur le bracelet et ainsi éviter de longues minutes de panique. Illustration à Lacano avec Océane Archambault. Au poignet de Roxane et Flore, un bracelet pas comme les autres. Ton prénom c'est comment ? Flore ? Avec le numéro de téléphone de leurs grands-parents inscrit sur le bracelet, pas de risque, si elles se perdent, la famille est immédiatement contactée. On met à disposition des bracelets qui permettent en fait d'avoir une identité donc de l'enfant en question et un numéro de téléphone avec lequel on va pouvoir rejoindre les parents, les grands-parents, enfin un responsable légal. Et en cas de perte, ça nous permettra de joindre beaucoup plus facilement les parents et de résoudre le problème beaucoup plus facilement. Une initiative qui soulage parents et grands-parents venus équiper leurs enfants de bracelets. Donc là, ton prénom, le numéro de ta maman, impeccable. Ça rassure parce qu'on se dit que n'importe quelle personne qui va les retrouver pourra avoir le numéro de téléphone et nous appeler rapidement. Et on a toujours les téléphones sur nous, sauf quand on se baigne. Donc oui, on est rassurés, quoi. J'étais pas au courant, je savais pas. Pourtant, je viens là depuis des années. Mais je ne savais pas, c'est très bien. On vit entre la France et la Corée, et en Corée, c'est ce qu'on propose aussi aux enfants, voilà, quand on va sur la plage, afin de les identifier au cas d'égarement, on va dire. Voilà. De quoi aussi faciliter le travail des nageurs sauveteurs régulièrement confrontés à ce genre de situation.
Mais pour le commandant Jansou, le dispositif ne doit pas remplacer la vigilance des parents. Les parents ne sont pas exemptés de surveiller leurs enfants. Il n'y a pas de GPS au niveau de ce bracelet, c'est un simple bracelet d'identification. Donc on recommande aux parents de surveiller particulièrement leurs enfants sur la plage, qui est un milieu agréable mais aussi qui peut être dangereux pour des petits-enfants. Et surtout la recommandation essentielle d'aller se baigner en zone de bain surveillée, délimitée par les 2 drapeaux rouge et jaune. En 10 ans, plus de 160 000 bracelets d'identification ont été distribués et 600 enfants ont pu être retrouvés. Arrachage des vignes, maladies ou encore prix du tonneau en chute libre, les viticulteurs girondins font face à des crises successives qui durent depuis de nombreux mois. Face à ce constat, les jeunes agriculteurs et la région Nouvelle-Aquitaine ont organisé aujourd'hui un temps d'échange avec plusieurs acteurs locaux pour trouver des solutions concrètes. Écoutez. C'est plus possible aujourd'hui de travailler tous les jours avec acharnement, de trouver des solutions sur nos exploitations, d'économiser tous les coûts pour au bout ne pas vivre de notre métier. Entendre qu'il y a des millions d'euros qui partent de l'Europe, qui descendent à l'État et qui redescendent sur la région pour que nous, au bout, on ne voit rien venir. Moi, si je prends mon cas personnel, on est tous les deux installés sur l'exploitation avec mon épouse. Depuis le mois de janvier, mon épouse travaille à mi-temps parce qu'on n'arrive plus à subvenir aux besoins de notre famille. Moi, je fais de la prestation de service à côté. Enfin, là, s'il ne se passe rien là, je pense que c'est fini pour nous. On voit que finalement, tous les acteurs ne se connaissent pas suffisamment ou pas suffisamment bien ou ne sont pas assez bien identifiés. Donc, il y a vraiment un gros effort de réseau et de communication déjà de l'existant et puis après d'imaginer comment on lève les freins aujourd'hui à ces problématiques aujourd'hui. On aura 3 réunions supplémentaires entre septembre et novembre pour une par thématique, pour arriver en fin d'année un peu un plan d'action qu'on pourrait dérouler sur ce territoire à partir de 2026. Dans l'actualité viticole également, la Chine n'appliquera finalement pas la taxe douanière supplémentaire de 35% sur les cognacs français. Les producteurs ont trouvé un accord avec Pékin qui les accusait de concurrence déloyale face au brandy chinois. Les maisons françaises ont fini par accepter d'augmenter leur prix, un soulagement dans les domaines viticoles. C'est une éclaircie dans le ciel du cognac français. Et pour Jean Filiou. Ce producteur a réussi, comme une trentaine d'entreprises, à échapper aux surtaxes chinoises. On fait à peu près 10% de notre chiffre sur la Chine. Pour échapper à la surtaxe chinoise de 35%, Christophe a dû accepter la lourde et coûteuse enquête anti-dumping pendant 18 mois. Il a dû également accepter de vendre ses cognacs au-dessus d'un prix minimum. Les prix minimums, ça va surtout être avantageux pour nous puisqu'on fait du haut de gamme. Donc naturellement, quasiment pour toute la gamme, à 1 ou 2 exceptions près, on est naturellement au-dessus les prix minimums. Mais ce n'est pas le cas de certaines entreprises. Entre 2000 et 3000 de ces bouteilles sont vendues en Chine chaque année. Mais pour garder ces conditions, sa société va devoir rendre des comptes chaque trimestre à Pékin. Ils ont déjà tout avec les documents douaniers, mais en plus, il faut leur faire un résumé trimestriel. Il va falloir remplir ces choses-là. Il faut qu'on envoie la version chinoise. Ça va être entre 3 et 5 000 euros par an de frais. Aujourd'hui, si on ne remplit pas les déclarations trimestrielles correctement, on peut avoir une série de questionnements supplémentaires par le MOFCOM chinois. S'ils considèrent qu'on n'est pas coopérant suite à ces réponses, ils peuvent nous rétrograder et nous demander re-rentrer dans la case des plus de 30% de taxes à l'importation. Pour les représentants de la filière, cette nouvelle position chinoise est un premier pas, après 18 mois d'enquête démesurée. La trentaine d'entreprises qui échappent à la surtaxe représente 95% des volumes exportés en Chine. On a été pris en otage avec nos amis de l'Armagnac. On sait que c'est complètement injuste. Ça a été reconnu par les autorités chinoises qu'en fait c'est une répercussion directe du dossier des véhicules électriques. Et là on se trouve dans une situation intermédiaire avec ces prix minimums à l'importation, bien sûr qui crée de la contrainte pour nos entreprises, mais qui ne les bloque pas quand même pour rester sur le marché. Et ça, c'était vraiment la priorité. Reste qu'avec un prix plancher exigé par Pékin, les produits français sont toujours pénalisés face à leurs concurrents, notamment chinois.
Ce mercredi, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher était en déplacement à Bordeaux pour participer aux rencontres Biodiversité et Territoire. Un événement qui s'est tenu au Palais des Congrès où elle a notamment abordé la situation d'alerte maximale concernant les feux de forêt. En effet, alors que 5 départements du sud de la France sont actuellement en proie aux flammes, elle rappelle que plus de 90% des incendies sont d'origine humaine. Nous y étions préparés dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique. J'ai travaillé à mettre à jour notre stratégie nationale de lutte contre les incendies des zones boisées et en proximité. Cette stratégie nous permet d'avoir plus de moyens que l'on partage au niveau national, qui nous permet d'agir plus rapidement sur les points de départ des incendies. C'est une stratégie qui permet de mieux prévenir le risque. Vous avez pu voir que la météo des forêts, par exemple, que mes services publient chaque jour, permet justement de concentrer les moyens là où le niveau de risque est le plus élevé, ce qui nous permet d'avoir cette stratégie d'intervention en moins de 10 minutes, parce que c'est au début des départs de feu qu'il faut tuer le feu dès le démarrage pour éviter qu'il ne se propage. Et c'est tous les messages de sensibilisation que nous faisons passer avec le ministre de l'Intérieur. En sport, du côté des Girondins de Bordeaux, après la reprise des entraînements en début de semaine, l'entraîneur Bruno Irles ne cache pas ses ambitions pour la saison à venir. En effet, après l'échec de la montée l'an passé, aujourd'hui, tous les espoirs sont encore permis, on l'écoute. Alors déjà, l'objectif, autant l'an dernier, c'eût été un rêve de monter, c'était plus de l'ordre de l'utopie par rapport à notre pré-saison, par rapport à notre recrutement, par rapport à tout ce qui nous est arrivé. Autant cette année, c'est un objectif affirmé, assumé, quand on vient, les joueurs qui viennent, moi qui suis à nouveau ici pour cette deuxième saison, c'est très clair pour nous. On a plus travaillé, on a plus analysé, on a plus réfléchi, on connaît plus ce championnat. C'est pas gage de succès à 100%. Mais on a travaillé en ce sens. Et à partir du moment où, même si c'est utopique, on n'y arrive pas, on doit se poser des questions. Et encore une fois, moi je me la pose, et par rapport à l'effectif, d'où beaucoup de changements aussi dans cet effectif. On va y arriver, mais parce que y a des choses qui ne nous ont pas convenu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée avec nous sur TV7 et à demain.